La narration. C'est un des sujets qui me tient le plus à cœur en tant qu'autrice, mais aussi en tant que lectrice. Et pourtant, c'est pas quelque chose qui est évoqué très souvent dans les conseils d'écriture, en tout cas pas dans le monde francophone. Pourtant, la narration, c'est un sujet qui mérite énormément qu'on s'y intéresse. Moi-même, je reviens vraiment de loin en la matière. Et pour vous faire comprendre l'importance de ce sujet, je vais aujourd'hui revenir sur les 7 erreurs que j'ai faites en tant que débutante et que je retrouve encore aujourd'hui dans certains romans que je lis. Salut à tous, je m'appelle Astrid, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les auteurs de romans à aller au bout de leur histoire et à écrire un roman dont ils soient fiers. La première erreur que j'ai faite en matière de narration, c'était de penser que la narration, c'était pas très important. Quand j'ai commencé à écrire, non seulement je comprenais pas du tout les nuances entre les différents types de narration, mais en plus, j'étais persuadée que c'était pas grave du tout. Je changeais de narrateur toutes les 3 phrases et je voyais absolument pas en quoi ça pouvait être un problème. À l'époque, j'avais des amis qui, très charitablement, essayaient de me faire comprendre que quand même, ça aurait mérité d'y accorder un peu plus de soin, mais j'arrêtais pas de leur répondre que non, mais le lecteur, c'est pas une petite chose fragile qui va se laisser déconcentrer par un changement de narrateur, c'est pas grave. En fait, je me trompais, mais complètement. En fait, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'auteurs aujourd'hui, mais ma vision des choses, elle était complètement biaisée par le format cinéma, le format des films, des séries, de tout ce qu'on voit à l'écran. Puisque dans un film, la caméra, elle peut très facilement passer d'un personnage à un autre sans que le spectateur soit perdu, parce qu'il voit ce qu'il se passe. Alors que dans un livre, le lecteur, il n'a pas ce support visuel. Donc, si on passe de la tête d'un personnage à celle d'un autre sans prévenir, il va mettre du temps à comprendre qui est en train de parler et à qui. Donc c'est beaucoup plus déroutant de changer de narration. Et depuis mes débuts, j'ai appris tous les problèmes que causait une narration mal maîtrisée. D'abord, c'est désagréable pour le lecteur. Ça le déstabilise, surtout si c'est fait inconsciemment, c'est-à-dire mal fait. Ensuite, c'est assez maladroit. Ça renvoie vraiment une image d'auteur débutant, amateur, qui ne maîtrise pas très bien ce qu'il fait. Troisièmement, ça peut contribuer à créer de la distance entre le narrateur et le lecteur, donc à réduire l'immersion du lecteur dans le récit. Et quatrièmement, c'est dommage, parce que ne pas réfléchir à sa narration avant de se lancer dans l'écriture, ça empêche de profiter du potentiel d'une narration qui a été bien choisie. La deuxième erreur classique en matière de narration, c'est de ne pas savoir différencier les types de narration parmi lesquels on peut choisir. Le problème, c'est que ça empêche de sélectionner celui qui va être le plus adapté à son histoire. Et attention, ça va bien au-delà de simplement choisir si on va parler à la première ou à la 3e personne. Donc avant de se lancer dans la rédaction de son histoire, il faut se poser plusieurs questions. Premièrement, qui est le narrateur? Qui est-ce qui raconte l'histoire? Est-ce que c'est un personnage qui fait partie d'un récit ou est-ce qu'il est complètement extérieur? Dans le premier cas, on va dire qu'il est intradiégétique. Diégèse, ça veut dire l'histoire. Et dans l'autre cas, on va dire qu'il est extradiégétique, extérieur à toute histoire. Mais ça se complique. Au sein des narrateurs intradiégétiques, on distingue encore 2 types. Le narrateur hétérodiégétique, celui qui raconte une histoire dont il ne fait pas partie. On peut penser par exemple à Scheherazade. Scheherazade, c'est un personnage fictionnel qui elle-même raconte une autre histoire, les contes des 1001 nuits, mais dont elle ne fait pas partie elle-même. Le deuxième cas de narrateur intradiégétique, c'est le narrateur homodiégétique, celui qui participe à l'histoire qu'il est en train de raconter. Par exemple, dans Sherlock Holmes, John Watson est le narrateur et il participe à l'histoire. Une fois qu'on a déterminé où se situait le narrateur, il faut aussi se demander qui il est. Si c'est un personnage de l'histoire, est-ce que c'est le protagoniste? Est-ce que c'est un de ses proches? Est-ce que c'est l'antagoniste? Ou est-ce que c'est un mélange? Est-ce qu'il y a plusieurs narrateurs? Il faut aussi se demander à qui il s'adresse. À qui l'histoire est-elle racontée? Là, on touche à la différence entre présentation et représentation. La représentation, c'est quand vous êtes comme dans une représentation d'une pièce de théâtre. C'est-à-dire que les acteurs, les comédiens, jouent leur histoire en faisant semblant de ne pas voir qu'il y a un public. Ça gomme toute mention de l'auteur, du lecteur dans le récit, et ça apporte beaucoup plus d'immersion. On parle aussi de représentation quand le narrateur s'adresse à un personnage qui est fictionnel. L'inverse, c'est la présentation, qui met carrément les pieds dans le plat. Là, le narrateur va s'adresser directement au lecteur et donc ne le laisse pas du tout oublier qu'il est en train de lire une histoire fictive.
c'est par exemple toutes les histoires où le narrateur va dire « cher lecteur », ou aussi beaucoup les histoires pour enfants, où le narrateur va préciser des choses comme « à cette époque, les voitures n'existaient pas et les gens voyageaient à cheval ». Ensuite, il y a bien sûr la question qui est celle à laquelle on pense plus souvent, qui est « quelle personne utiliser pour le narrateur ?» Il y a soit la troisième personne qui est la plus classique, la deuxième personne qui est un peu risquée et donc plutôt à éviter, à moins de vouloir produire un effet très particulier et interpeller le lecteur, de préférence pendant une scène assez brève. Et ensuite, il y a la première personne qui peut s'appliquer dans des situations différentes, soit le personnage est plus âgé qu'au moment de l'histoire et il raconte ses mémoires, soit on est dans un récit de type épistolaire où plusieurs personnages échangent des lettres, comme dans Les Liaisons dangereuses par exemple, ou encore on peut avoir une première personne vraiment plus cinématique où on suit les aventures du narrateur au fur et à mesure où elles se déroulent sans savoir s'il va survivre à la fin ou non. Ensuite, il y a une question à laquelle je tiens particulièrement, qui est celle de la perspective. La perspective, il y en a trois types principaux. Elle peut être externe, c'est-à-dire que le narrateur est complètement extérieur aux personnages qu'il décrit, il ne les connaît pas, il ne partage pas leurs pensées, il n'est qu'un spectateur extérieur. Ensuite, on a la perspective omnisciente, où le narrateur est comme un dieu qui connaît tout, sait tout, il connaît toutes les pensées de tous les personnages, il peut éventuellement connaître tout ce qui s'est passé avant, voire prédire l'avenir, prévenir le lecteur de ce qui va arriver à la fin de l'histoire. Et la troisième perspective, qui est personnellement celle que j'utilise le plus, c'est la perspective interne, focalisée, où là on ne se concentre que sur un seul personnage. Et donc à la fois on a un accès sans filtre à ce personnage, à ses pensées, à ses perceptions, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ses souvenirs, mais en contrepartie, on n'a pas du tout accès aux pensées des autres personnages. C'est vraiment comme si on était dans la tête de quelqu'un et bien sûr il ne peut pas savoir ce que pensent les autres. On a aussi la question du temps qu'on va employer dans la narration. Le temps traditionnel, c'est le passé, c'est celui qui est le plus souvent utilisé dans les récits, donc on y parle bien d'avoir le passé simple pour les actions et l'imparfait pour les descriptions. Donc c'est le temps qui sera le plus transparent pour le lecteur. On peut aussi utiliser le présent, ça se fait de plus en plus, même si c'est pas forcément plus facile à utiliser. Et enfin le futur, et là pour le coup, c'est un peu comme l'utilisation de la deuxième personne, c'est-à-dire que c'est très peu fréquent, donc ça va troubler le lecteur, donc il faut le faire avec une bonne raison et de préférence sur un temps bref. Une question qu'on oublie aussi souvent de se poser, c'est est-ce que le narrateur est fiable ? Est-ce qu'il raconte la véritable histoire ou bien une version déguisée, tronquée ? Et s'il en cache une partie, est-ce que c'est volontaire ou pas? Il peut par exemple avoir des troubles de mémoire. Du coup, il faut aussi, dans ces cas-là, se poser la question de quand et comment le lecteur va découvrir que le narrateur ne lui a pas du tout raconté. Enfin, dernière question à se poser, c'est est-ce que la narration varie au cours du récit? Est-ce que d'une scène à l'autre, d'un chapitre à l'autre, on va employer différents narrateurs? Est-ce qu'on va changer de mode de narration? Ça peut être intéressant soit d'avoir une alternance de narrateurs en changeant à chaque chapitre, soit d'avoir un narrateur principal et quelques petits interludes d'un autre point de vue, ou encore d'utiliser la même narration pendant tout le récit, mais de varier au moment du prologue ou de l'épilogue, en ayant une narration un petit peu différente. L'erreur numéro 3 que j'ai faite en matière de narration, c'était, au-delà de ne pas connaître ces différents types de narration, c'était bien sûr de ne pas comprendre l'impact différent que chacun va produire sur le lecteur. Une narration, ça se choisit consciemment en fonction de l'effet qu'on veut produire sur un lecteur. Par exemple, si vous voulez employer un ton humoristique ou pédagogique, par exemple dans des histoires pour enfants, ou bien si vous avez une prose très lyrique, un style très travaillé que vous voulez mettre en valeur. Dans ces cas-là, le mieux c'est d'utiliser la narration omnisciente. C'est celle qui va permettre de créer une distance entre le lecteur et le narrateur et du coup d'exprimer des choses d'une façon qu'un personnage de l'histoire n'exprimerait pas. L'idée c'est de donner à ce narrateur omniscient une vraie personnalité, une vraie voix, d'en faire un personnage à part entière, alors du coup plutôt extérieur à l'histoire qu'elle raconte, et de tisser une complicité entre ce narrateur et le lecteur. Si vous avez envie d'utiliser de l'ironie dramatique, c'est-à-dire de donner des informations au lecteur,
sans que les personnages en soient conscients. Dans ces cas-là, utilisez soit la narration omnisciente, qui est tout à fait faite pour ça, mais aussi l'autre possibilité, c'est d'avoir plusieurs narrateurs. Par exemple, vous avez un chapitre où un personnage prépare un plan pour attaquer un autre personnage. Au chapitre suivant, vous vous focalisez sur cet autre personnage et le lecteur a alors un avantage puisqu'il sait que le personnage est menacé alors que le narrateur ne le sait pas encore. Enfin, si vous voulez augmenter l'immersion dans le récit, si vous voulez créer un attachement plus proche entre le personnage et le lecteur, si vous voulez employer un style peut-être plus simple, plus direct, sans trop de fioritures, et aussi si vous voulez augmenter le suspense et l'incertitude, à ce moment-là, ce que je vous recommande, c'est la narration focalisée, à la troisième personne ou à la première étant un petit peu plus immersive. Dans tous les cas, si vous avez vraiment des doutes, si vous débutez, si vous ne savez pas quoi choisir pour le moment, je vous recommande plutôt d'utiliser la troisième personne au passé, puisque c'est les façons de faire les plus classiques et ça risquera pas de troubler votre lecteur. Attendez, avant d'aller plus loin, comment ça, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne? Non mais arrêtez tout de suite la vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et ensuite on pourra reprendre. Quatrième erreur en matière de narration, je multipliais les points de vue sans raison. Dans le premier tome de mon roman en cours, Météorite, j'avais la mauvaise habitude de donner la parole à tout un tas de personnages, en plus de mon héroïne qui avait la narration principale. Soit avoir plusieurs narrateurs, c'est pas un problème. Sauf que moi, je le faisais mais sans aucune réflexion sur l'utilité ou la pertinence de la chose. Si vous prenez un roman comme Le Trône de Fer, vous avez plusieurs narrateurs qui se partagent les chapitres, qui correspondent à des personnages ayant chacun un arc narratif bien précis, et leur alternance de points de vue apporte une énorme richesse à l'histoire. Mais dans mon roman, c'était pas du tout ce que je faisais. J'avais un prologue où on voyait un petit groupe de personnages mystérieux, ensuite on passait à l'héroïne, ensuite on passait à son mari parce que je voulais que quelqu'un décrive l'héroïne, ensuite un autre personnage, puis je revenais à l'héroïne. Alors qu'en fait les autres personnages que j'utilisais, ils n'étaient pas suffisamment travaillés pour mériter un point de vue. En gros, ils étaient juste là pour me permettre d'avoir un point de vue extérieur sur l'héroïne. Bref, ce que je faisais, c'est que je contournais de façon assez grossière les difficultés de la narration focalisée que j'avais choisie. Et le résultat, il a été très clair. Tous mes bêta-lecteurs m'ont dit que ces passages-là étaient confus, qu'ils avaient du mal à suivre et qu'ils comprenaient pas tout à fait pourquoi j'avais ajouté ça. Donc, heureusement, j'ai pu retravailler tous ces passages avant de terminer mon manuscrit. L'erreur numéro 5, c'était de sortir du point de vue principal sans me rendre compte. Toujours dans ce fameux roman, même dans les chapitres qui étaient narrés du point de vue de l'héroïne, il y avait des moments où je dérivais hors de son point de vue sans y faire attention. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve très souvent dans les manuscrits que je lis. C'est quelque chose d'assez subtil dont on ne se rend pas souvent compte et auquel il faut être vraiment vigilant parce que ça peut vraiment faire sortir le lecteur de l'histoire. Par exemple, j'écrivais quelque chose comme « Le capitaine avança une main prudente vers son épaule et la sentit trembler ». Sauf que c'est pas mon héroïne qui se sent trembler, c'est un autre personnage. Autre exemple, après la réplique d'un autre personnage, j'écrivais « ajouta-t-il en sentant quelques gouttes d'eau lui tomber sur le front ». Sauf que là non plus, c'était pas les perceptions de mon héroïne, donc je n'aurais pas dû les évoquer. Dans d'autres passages, je basculais dans une narration beaucoup moins focalisée, voire carrément omnisciente. Ça, c'était par exemple des passages où je donnais des informations que l'héroïne connaissait déjà très bien elle-même. Par exemple, en listant le CV de son mari au moment où il arrivait dans le récit. Quand vous voyez quelqu'un arriver dans une pièce, vous ne pensez pas à tout son parcours professionnel. Et bien pour vos personnages, c'est pareil. Ou alors, je faisais intervenir une sorte de narrateur imaginaire qui me permettait de dire des choses que l'héroïne elle-même n'avait pas perçues. Par exemple, des formulations comme « dit-elle sans remarquer la terreur dans les yeux de son interlocuteur ». Si elle l'a pas remarqué, il faut pas le dire. Donc c'est vraiment des petits détails et quand on écrit, on peut avoir tendance à se dire que c'est pas si grave. Mais en fait, ça peut vraiment être dérangeant à la longue pour le lecteur parce que ça va créer une rupture dans la lecture, ça va briser l'immersion du lecteur dans le récit. Il va avoir ce petit moment, même si ça dure qu'une seule seconde, où il se dit « Ah ouais, attends, là il y a un truc bizarre, qui est-ce qui parle? Où est-ce que je suis ?» Mais on est dans la tête de qui là? Et ce genre de rupture, c'est vraiment ce qu'on veut éviter au maximum au cours d'un récit. Donc oui, c'est vrai, la narration focalisée, elle a beaucoup plus de contraintes que ce qu'on pourrait croire au premier abord.
Mais après tout, les contraintes, c'est aussi ce qui fait travailler la créativité. Et je peux vous dire que mon texte n'est ressorti que meilleur après avoir corrigé tous ces petits défauts de narration. L'erreur numéro 6, elle s'appelle la jeune femme. Dans l'énorme majorité des romans que je lis, et j'ai fait moi-même cette erreur très souvent, le narrateur, ou en l'occurrence la narratrice, est désigné sous le nom de la jeune femme. Sauf que dans une narration focalisée, il y a deux façons de désigner le narrateur. Son nom ou le pronom il ou elle. C'est tout. Parce qu'il faut bien garder à l'esprit que c'est le personnage qui pense. Quand vous pensez à vous-même, vous n'êtes pas en train de vous dire la jeune femme regardez une vidéo sur YouTube. Non, vous dites je. Et bien pour votre personnage, c'est pareil. Et il ne faut pas craindre que ça soit perçu comme une répétition par le lecteur de lire plusieurs fois le même pronom ou le prénom. Alors, il faut éviter de remettre le prénom à chaque ligne, c'est pour ça que les pronoms existent, mais c'est en fait beaucoup plus transparent qu'on ne le croit. Donc je vous encourage vraiment à éviter toutes les périphrases qui vont permettre de désigner votre narrateur et de vous concentrer sur prénom, pronom. C'est la même chose quand on désigne les autres personnages. Donc je parle toujours dans le cadre d'une narration focalisée. Dans une narration omnisciente, c'est différent. Mais dans une narration focalisée, c'est important que le narrateur désigne les autres personnages de façon cohérente. S'il les connaît bien, il va les désigner par leur nom ou par leur surnom. Par exemple, si le narrateur est avec un autre personnage et que en l'espace d'une page, il le désigne comme le jeune homme, son compagnon, le mécanicien ou l'homme qu'il avait croisé dans la rue 5 minutes plus tôt, à la fois c'est pas logique que le narrateur utilise des formulations aussi différentes pour désigner un seul autre personnage, et pour le lecteur c'est aussi très confus, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus de quel jeune homme ou jeune femme on parle. Quand vous désignez d'autres personnages, efforcez-vous de leur attribuer un minimum de désignation possible, donc soit leur nom, soit un titre, soit une profession, en fonction du degré de proximité avec le narrateur. Erreur numéro 7, l'utilisation de verbes de pensée et de sensation. Je parle de tous les verbes comme penser, songer, se souvenir d'une part, ou les verbes comme voir, entendre, sentir. Alors, ils ne sont pas à proscrire absolument, bien sûr, mais ils vont faire la différence entre deux niveaux de focalisation interne, qui vont être le point de vue resserré et le point de vue profond. Le point de vue profond, c'est la version ultime de la perspective interne, c'est le point de vue le plus immersif, celui qui va gommer tout ce qui sépare le lecteur du narrateur, et qui va beaucoup plus montrer ce que le narrateur pense et ressent au lieu de le raconter. Donc quand je parle de supprimer les verbes de sensation, ça veut dire par exemple, au lieu d'écrire « elle entendit le sifflement strident d'une locomotive », écrivez plutôt « le sifflement strident d'une locomotive retentit dans la gare ». Plutôt que « elle vit une ville étrange derrière la brume », dites « une ville étrange émergea de la brume ». Ou pour les verbes de pensée, au lieu de « elle se fit la réflexion que son gratin de courgettes manquait un peu de goût », dites « ce gratin de courgettes était terriblement fade ». Donc vous voyez, à chaque fois dans la deuxième proposition, on enlève un intermédiaire. On est directement dans les perceptions du narrateur. Voilà pour les 7 erreurs de débutants en matière de narration. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, j'ai écrit quelques articles sur mon blog que vous pouvez consulter. Je vous mets les liens en description. Et surtout, je vous encourage à aller lire les articles de l'auteur Stéphane Arnier dans la catégorie 4 pages pour une narration, où il étudie les débuts d'un certain nombre de romans qui utilisent des narrations omniscientes, focalisées à la première personne, à la troisième personne, en voyant les impacts, les avantages et les inconvénients de chacun de ces choix. Je vous encourage vraiment beaucoup à les lire, personnellement, ils m'ont beaucoup appris sur le sujet. Si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est que la narration, c'est un sujet souvent sous-estimé en matière d'écriture, mais qui mérite largement qu'on s'y intéresse. Bon, et puis si vous êtes encore là, je suppose que la vidéo vous a plu, donc comme je suis certaine que vous êtes déjà abonné et que vous avez déjà liké la vidéo, je n'ai plus qu'à vous demander de la partager autour de vous pour m'aider à faire découvrir la chaîne. Je vous dis à la prochaine et écrivez bien!